Bonjour, Antoine Giré. Donc là, vous avez vu auparavant avec Nathalie la partie application dans le domaine du résidentiel collectif. Là, on va faire un peu le même exercice, mais sur les maisons individuelles. Alors, en maison, donc j'ai scindé ça en deux parties. Il y a une première partie où on a essayé d'optimiser à chaque fois un petit peu plus le niveau du bâti des maisons pour aller chercher les niveaux, donc la partie énergie du référentiel énergie carbone. Donc on a essayé d'atteindre les niveaux énergie 1, 2, 3 et 4. Et à partir de ces niveaux qu'on a réussi ou pas à atteindre, on a fait la photo juste pour voir quel était l'impact environnemental d'avoir été chercher ces niveaux énergétiques. Après, dans la deuxième partie, c'est plutôt là des études de sensibilité pour essayer de mieux comprendre et de mieux sentir ce qui se passe au niveau des émissions de CO2 lorsqu'on fait bouger un certain nombre d'éléments sur le bâti ou les systèmes. Bon, là, je passe rapidement, ce sera plutôt pour le support à télécharger. En bref, on a fait un ensemble de simulations. On a regardé 3 maisons représentatives. Donc, il y a une maison de plein pied de 100 mètres carrés, une maison R plus comble de 100 mètres carrés, une maison R plus 1 toiture terrasse de 107 mètres carrés. Aujourd'hui, là, je ne vais pas vous présenter tout ça. L'objectif, c'était plutôt d'essayer de bien comprendre et de sentir les choses. Donc, on va plutôt s'attacher essentiellement, mais on va aussi en parler un petit peu des autres, mais on va plutôt regarder la maison de plein pied. On a regardé 4 grands systèmes de chauffage plus eau chaude sanitaire. Donc, on a chauffage par chaudière gaz et chauffe-eau thermo, effet Joule direct avec chauffe-eau thermo et éventuellement la solution PV, qu'on a déjà besoin dans certaines zones climatiques à partir du niveau RT 2012 actuel. Ensuite, on a regardé la pompe à chaleur double service, qui est une grosse part de marché actuelle en maison individuelle. Et enfin, le dernier point, c'est la solution poêle à granulés avec un appoint effet Joule et de l'eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermo. Donc sur ces différentes maisons et sur ces différentes solutions énergétiques, on a regardé en fait 5 niveaux énergétiques. Donc on a regardé pour atteindre le niveau RT 2012 quel descriptif il fallait avoir. Et ensuite, à partir de ce descriptif RT 2012 pour toutes ces maisons et toutes ces solutions énergétiques, on a été chercher les niveaux énergie 1 à 4. Et à partir de là, on a regardé, est-ce que d'avoir été chercher, par exemple, des niveaux énergie assez élevés, ça ne nous a pas pénalisé pour atteindre les niveaux carbone 1 ou carbone 2 fixés par le référentiel. Donc ça, c'est la démarche qu'on suit. Là, je vous passe brièvement, c'est des maisons plutôt représentatives et classiques, la maison de plein pied, une maison R plus comble et une maison toiture terrasse en R plus 1. Là aussi, les hypothèses de base, en gros, on s'est vraiment attaché à garder des descriptifs de base qui sont courants et qui ne sont vraiment pas avec des solutions techniques exotiques. C'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est représentatif du marché aujourd'hui. Également, on s'est contenté de rester sur des altitudes inférieures à 400 mètres, une orientation plutôt moyenne, donc ni trop favorable ni trop défavorable. Et comme l'a rappelé Nathalie, le référentiel a pas mal évolué ces derniers mois et même ces dernières semaines. Et donc là, les résultats qu'on vous présente, c'est bien avec la toute dernière version qui est accessible et en ligne. Et notamment, il y a cette notion dans la partie énergie, quand on calcule le nouvel indicateur énergie, donc l'indicateur bilan BPOS, quand on fait le calcul du bilan BPOS projet, donc on ne compte que la part non renouvelable de l'énergie consommée par le bâtiment. Et à ça, on va retrancher, du moins on va valoriser une partie de l'éventuelle production d'électricité ou d'énergie renouvelable. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une petite subtilité à comprendre, c'est que quand on est confronté au niveau énergie 3 et 4 seulement, pas au niveau énergie 1 et 2, les 10 premiers kWh d'énergie finale par mètre carré par an de production, si je prends l'exemple d'une production d'électricité, si les 10 premiers kWh qui ont été produits, enfin du moins exportés, on va les valoriser avec un coefficient de 2,58. Ce qui fait que dans l'équation du bilan, on va compter
donc la conso d'énergie non renouvelable, et on va retrancher une part de production exportée qui va être valorisée à 2,58. Au-delà des 10, c'est valorisé qu'avec un facteur de 1. Et alors, pour compléter, on va retrancher aussi avec un coefficient de 2,58 la part qui va être autoconsommée. C'est-à-dire que dans le calcul, quand on calcule le bilan, donc la partie bilan BPOS, et qu'il y a une production d'électricité sur l'installation, on va déterminer un taux d'autoconsommation de l'électricité produite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électricité qu'on produit à un instant T, par exemple le jour, eh ben, au même moment, on a des consos dans le bâtiment qui peuvent être autoconsommés. Cette partie-là, elle est valorisée à 2,58 dans le bilan. Tout ce qui est excédentaire, c'est-à-dire tout ce qu'on produit à un instant T qui est au-delà de ce que les consos de la maison peuvent permettre d'absorber, tout ça, ça va être la partie exportée. Et c'est cette partie exportée où on dit que les 10 premiers kilowattheures exportés à la fin de l'année sont valorisés à 2,58, mais le reste est valorisé qu'avec un facteur de 1. Bon, c'est pas facile à expliquer, mais j'espère que j'ai été à peu près clair. Donc on a utilisé la dernière méthode publiée. Également pour la partie analyse environnementale, donc comme l'a rappelé aussi Nathalie, on a des grosses difficultés à avoir des fiches environnementales à jour ou homogènes ou fiables. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans certains secteurs de produits. Donc là, tous les résultats qu'on vous présente, c'est en tout cas pour les lots, donc sur la partie produits de construction et équipement. Pour les lots 8 à 12, vous verrez après à quoi ça correspond si vous vous en souvenez plus, mais pour tous ces lots-là, c'est fait avec des valeurs forfaitaires. Ces valeurs forfaitaires, elles sont définies par le référentiel énergie-carbone. Et également pour les contributeurs chantier et eau, vous allez le voir, comme en logement collectif, c'est des contributeurs, du moins d'un point de vue CO2, qui restent marginal par rapport aux deux autres contributeurs qui sont l'énergie et les produits de construction et équipement. Et du coup, on utilise une méthode simplifiée qui est aussi décrite par le référentiel énergie-carbone. Un premier graphique ici, donc on est sur la maison de plein pied. Vous retrouvez 3 grands blocs de résultats. En fait, ici, vous avez la solution chauffage gaz plus ballon thermo. Ici, c'est le paquet effet joule plus ballon thermo. Et ici, là, en troisième, c'est la solution chauffage poêle à granulés avec un appoint effet joule et un ballon thermo. Ensuite, sur chaque groupe, vous retrouvez les 5 niveaux énergétiques qu'on a cherché à atteindre. Ici, en ordonnée, vous avez donc le bilan, donc qui est exprimé en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an. Et ici, vous avez par solution énergétique, on a décliné, donc on est parti de la solution RT 2012 et on a été chercher le niveau énergie 4. En pointillé en haut, ici, vous avez le pointillé rouge représente le niveau bilan BPOS max 1, donc le moins contraignant. En vert, c'est le niveau énergie 2. Ici, vous avez le niveau énergie 3. Et le niveau énergie 4, vous le voyez à peine parce qu'il est à 0. D'accord ? Donc là, ce qu'on peut se rendre compte, déjà, un premier enseignement, c'est que vous avez par exemple pour les solutions chaudière gaz plus ballon thermo, vous voyez que la solution RT 2012, elle amène à avoir un bilan BPOS égal à 128. Et vous regardez les niveaux, enfin du moins les variantes énergie 1, énergie 2, on est resté avec un bilan BPOS égal à 128. En fait, ce qui se passe, c'est simplement que le niveau actuel RT 2012 des solutions chaudière gaz plus ballon thermo est déjà d'office au niveau énergie 2. Donc on n'a pas eu besoin d'apporter un complément sur le niveau d'isolation ou sur les équipements. Pour aller chercher le niveau énergie 3, là on a été chercher un bâti un peu plus costaud, on le verra après. Pour les solutions effet joule, donc là par contre dès le niveau énergie 1, on est obligé de faire un léger effort par rapport à la solution RT 2012 actuelle. Et pour la solution ici, poêle à granulés plus ballon thermo, vous voyez que la solution RT 2012, qui est à 121, elle est déjà d'office énergie 3. Là, il y a une petite nuance
où on peut faire le parallèle avec ce qu'a présenté Nathalie auparavant, parce que quand on est en logement collectif avec une chaufferie bois, par exemple, on va avoir des consommations de bois non seulement pour le chauffage, mais aussi pour l'eau chaude sanitaire. Ici, on est en maison individuelle, on a un poêle à granulés, mais en plus, on a un appoint de chauffage effet Joule, et on a toute la partie eau chaude sanitaire qui est faite par ballon thermodynamique, donc avec une énergie électrique. Donc c'est pour ça que c'est moins flagrant dans l'usage maison individuelle qu'en collectif. Le vecteur énergétique bois, bon, il permet d'être... le niveau RT 2012 permet d'être niveau énergie 3, mais on n'est pas non plus au niveau de ce qu'on peut observer avec une chaufferie complètement en bois en résidentiel collectif. Alors, là, ici, en fait, c'est... Je vais vous présenter quand même vite fait ce tableau, mais vous le retrouverez, pour ceux qui payent, le support sur le site de la ICVF. Mais ici, c'est un tableau, c'était pour représenter les descriptifs qui ont été nécessaires de mettre en œuvre pour atteindre les différents niveaux d'énergie. Donc, c'est ce que vous retrouvez sur la colonne de droite. Vous avez ici une colonne RT 2012, niveau énergie 1, 2, 3, 4. Et ici, vous avez la liste des éléments. Et on a coché en fait en face les éléments qui ont dû être mis en œuvre pour atteindre les niveaux énergétiques. Simplement peut-être quelques petites conclusions. Ici, on voit que le niveau énergie 3, il est accessible avec un effort sur le bâti d'environ 36% sur le Bébio. Donc ici, le niveau énergie 3. Ici, j'ai remis les niveaux de Bébio par rapport au Bébio Max. Donc vous voyez que les niveaux RT 2012, on était très proche du Bébio Max, alors que pour atteindre le niveau énergie 3, on est obligé d'aller chercher environ 36% de performance sur le Bébio. Et on a aussi ici, pour le niveau énergie 3, on a été obligé de mettre en œuvre du photovoltaïque, donc du PV. Donc ici, on avait à peu près 5 mètres carrés de PV. Ici, on regarde la dernière colonne, donc on a essayé d'atteindre le niveau énergie 4. Bon, alors je dis essayer d'atteindre. La conclusion, c'est en gros, ce niveau énergie 4, comme en logement collectif, il reste inaccessible à moins d'avoir des surfaces de PV. Vous voyez ici, on est de l'ordre de 70 mètres carrés de PV. Donc sachant qu'on est sur une maison de plein pied de 100 mètres carrés, vous avez 2 pans de toiture, il n'y en a qu'un seul qui est bien orienté. Donc voilà, on n'a jamais la surface nécessaire pour mettre en œuvre les surfaces qui devraient permettre d'atteindre le niveau énergie 4, à moins de mettre une installation au sol, quoi. Donc là, je passe rapidement, c'est la même diapo, mais cette fois-ci, c'est le descriptif associé à la solution effet Joule direct plus ballon thermo. Donc on est avec des niveaux de performance en bâti un peu plus importantes. Et comme pour le gaz, pour atteindre les niveaux énergie 4, on arrive à des surfaces de PV qui sont énormes. Et ici, c'est pour la solution poêle à granulés plus à point et ECS par chauffe-thermo. Bon, je passe rapidement. Donc là, on a vu la partie énergétique. Donc c'est le volet énergie du référentiel énergie carbone. On a regardé comment atteindre les niveaux énergie 1 à 4. À partir de ces 4 niveaux qu'on a cherché à atteindre, sur ces diapos, on a fait la photo de l'analyse environnementale pour voir où se situaient ces solutions par rapport aux exigences carbone fixées par le référentiel. Donc ici, en ordonnée, vous n'avez plus des kilowattheures, c'est des kilogrammes équivalents CO2. Vous retrouvez donc les 3 familles de solutions énergétiques qu'on a testées. Vous avez ici, on regarde donc si vous avez suivi au début, la partie carbone du référentiel, elle donne un premier indicateur qui est un niveau d'émission de CO2 au global à ne pas dépasser. Donc c'est ce qu'on appelle le EGES global. Et cet indicateur, il y a 2 niveaux, un niveau 1, un niveau 2. Ces 2 niveaux, on les retrouve avec les pointillés ici. En pointillé, ici en haut, vous avez le niveau 1, donc qui est le moins exigeant. Et ici, en pointillé noir, vous avez le niveau 2 qui est plus exigeant.
Ensuite, sur les bâtons, ici, vous retrouvez... alors, on va mettre de côté tout de suite 2 contributeurs. Donc, les contributeurs, c'est ce qu'on regarde d'un point de vue de l'analyse environnementale. On a les contributeurs chantier, PCE, c'est produits de construction et équipement. Le contributeur eau et le contributeur énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, on regarde, si je prends le contributeur énergie, donc qui est la partie en orange, et la valeur ici qui est à 530, je parle du contributeur énergie, mais je parle de CO2, je ne parle pas de kilowattheure. On parle bien de 530 kg équivalent CO2 émis sur 50 ans à cause des kilowattheures d'énergie consommée. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a 2 contributeurs, d'un point de vue CO2, qui restent anecdotiques. C'est le contributeur chantier et eau. Donc, l'eau, vous avez 65 ici, et chantier, on le voit à peine, c'est 2 tout en bas. Et après, comme le mentionnait Emmanuel Accardi en début de séance, on a à peu près une répartition 50-50. Ça dépend des vecteurs énergétiques, mais entre la partie en violet ici, qui est les produits de construction et équipement, et la partie en orange, qui est la partie énergie. Donc là, vous retrouvez les différents niveaux énergétiques qu'on a été chercher et leur impact CO2 au global. Vous voyez que le niveau énergie 4, il y a un dernier petit point d'attention sur ces graphiques, c'est ce que j'ai mis ici en hachuré. En fait, c'est la partie qu'on va pouvoir valoriser de la production PV. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, on avait ici en niveau énergie 3, on avait par exemple 340 au niveau des émissions de CO2 du contributeur énergie. Quand on est passé, on a essayé d'aller chercher le niveau énergie 4, on a mis, je ne me souviens plus, à peu près 70 mètres carrés de panneaux PV. Donc ces 70 mètres carrés de panneaux PV, il y a une partie qui a permis d'exporter de l'électricité. Et cette partie d'électricité exportée, elle est valorisée en CO2 évité d'un point de vue énergie. Et c'est ce que je représente ici en hachuré. En fait, ça veut dire que finalement, les solutions énergie 4, grâce à la grosse surface d'installation PV et à l'export de l'électricité, on va réussir à diminuer la valeur du niveau, de l'indicateur EGES, donc les émissions globales, pour quasiment être conforme au niveau 2. Donc pour bien me faire comprendre, le résultat réel en émissions globales CO2, il se situe ici en bas de la partie hachurée. Mais c'était pour vous représenter un peu l'impact de ce que pouvait permettre de valoriser le PV exporté sur le niveau EGES global. Ensuite, deuxième diapo. Donc en fait, ces graphiques-là, pour bien comprendre encore une fois, c'est simplement... C'est les mêmes variantes. Je fais juste le zoom sur la partie violette de mes bâtons. Là. Donc je fais un zoom sur la partie produits de construction et équipement. D'accord ? Donc si je reprends pour être sûr, hop. Ici vous avez 561 à ce niveau-là. Quand je passe ici, vous retrouvez le 561 qui est le total du bâton. Là. Et donc ces produits de construction et équipement, ils sont décomposés en plusieurs lots. Et vous retrouvez ici les niveaux énergie, les sous-indicateurs de l'exigence sur les produits de construction et équipement avec le niveau 1 et le niveau 2 en traits pointillés noirs. Donc vous voyez que les solutions énergie 1 à 3, globalement, elles permettent d'atteindre les seuils niveau 2. Par contre, dès qu'on va installer un peu plus de panneaux PV, par exemple, on arrive quand même le niveau 2 devient un peu plus contraignant. Une autre notion ici qui apparaît, vous avez ici les différents lots. Comme rappelé, il y a des lots qui sont pris en valeur forfaitaire. Donc c'est les lots 8 à 12.
Vous avez ici les 53 qui apparaissent tout en haut. En fait, ça fait référence aux fuites de fluide frigo. Vous voyez que ça a un impact non négligeable. Donc là, pourquoi c'est tout le temps la même valeur? Parce qu'à chaque fois, dans ces solutions, on a pris le même type de ballon thermodynamique. Donc c'est la valeur qui est liée aux fuites de fluide frigo du ballon thermodynamique. Là, je passe à une seconde vague de simulation. En fait, ce qu'on a vu avant, c'était en zone H1A. Et ici, on est en zone H3. Donc, je vais aller beaucoup plus vite, mais on a fait les mêmes exercices. Vous retrouverez les descriptifs associés au niveau H3. Ce qu'on peut noter, c'est que même en niveau H3, donc si je prends ici sur la solution chaudière-gaz plus chauffe-eau-thermo, pour atteindre un niveau énergie 4, il faudrait quand même amener près de 43 mètres carrés de panneaux PV sur le bâtiment. Donc là, on peut considérer que ça reste accessible, mais on est en zone H3, on est sur une maison de plein pied. Donc dès lors qu'on va avoir des bâtiments avec un certain nombre d'étages, donc ne serait-ce qu'une maison R+1 ou du bâtiment collectif R+2, R+3, on n'aura jamais assez de toiture, même en H3, pour atteindre le niveau énergie 4. Bon, là, je passe, c'est par rapport à la solution effet Joule plus ballon thermo. Vous retrouvez le même type de graphique avec ici la solution chaudière-gaz et la solution effet Joule. Vous voyez qu'ici, on est un peu plus proche du niveau global d'émissions de CO2, le niveau EGES2. Et on retrouve ici l'impact de ce qu'on appelle le bénéfice export, donc c'est la valorisation de la production PV. Ici en H3, donc, on a un petit peu plus de facilité à atteindre les exigences 1 et 2. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux ici si je reviens un peu en arrière, les exigences d'émission globale de CO2, elles sont modulées en fonction de la zone géographique. C'est-à-dire qu'on considère que quand on est dans le sud ou dans le nord, on ne donne pas la même contrainte d'un point de vue émission de CO2 globale. Ça vaut pour le critère global. Mais par contre, il n'y a aucune modulation en fonction de la zone géographique pour la partie produit de construction et équipement. Ce qui fait qu'ici, on est en zone H3, on voit qu'on a un peu plus de mou par rapport aux exigences. Sur des zones H1A ou H1B, dans le nord, on va avoir un peu plus de mal. Donc en synthèse, donc on a vu dans la première partie que, donc à part l'effet Joule direct, où il y a quand même besoin d'apporter un peu plus d'éléments sur le bâti, on voit que les solutions actuelles RT 2012, d'office, elles permettent d'atteindre les niveaux énergie 1 et 2 sans avoir réellement d'impact sur les descriptifs et ni sans recours au PV. Pardon. Le niveau énergie 3, il reste accessible, mais il nécessite obligatoirement d'installer une installation PV et d'améliorer la performance des bâtis. Et le niveau énergie 4, en gros, il est impossible à atteindre si on se contente de la surface de toiture des bâtiments. Pour les niveaux, pour les exigences CO2, on voit que la contrainte, elle est principalement sur l'exigence globale niveau 2. Et que finalement, les seuls leviers pour passer ce niveau 2, c'est la production de PV, qui va permettre de valoriser le PV exporté, ou éventuellement des solutions type chaufferie bois. Et ensuite, l'exigence CO2 sur les produits de construction et équipement. Donc, il y a cette problématique de la modulation. Donc, l'exigence en CO2 global, je vous l'ai dit, elle est modulée selon les zones géographiques, mais elle est aussi modulée en fonction des surfaces. Ça a un impact pour des typologies de bâtiments qui vont avoir des surfaces réglementaires, entre guillemets, qui vont être pénalisantes par rapport à d'autres. S'il y a la notion des hauteurs de sous-plafond de 1,80 m, qui peuvent faire, en fait, comme on divise les émissions de CO2 par une surface, si cette surface, elle est plus petite dans un certain cas ou plus grande dans une autre, ça crée une discrimination. Partie 2, donc là, c'est plutôt d'un point de vue analyse environnementale, d'essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes.
Donc de la même façon, on est reparti sur les mêmes typologies de maisons. On a regardé deux familles de configuration de système, effet Joule plus chauffe-eau-thermo et Paquero double service. Là, on a regardé par exemple quel était l'impact du mode constructif. Donc, comme hypothèse, on s'est situé à un niveau de performance énergétique, niveau énergie 3. Donc ça veut dire qu'on compare les 3 modes constructifs avec le même niveau de performance énergétique. Ça veut dire que même si on a changé le mode constructif, on s'est attaché à adapter le niveau d'isolation pour vraiment comparer deux choses à iso-performance. Et donc on a comparé les solutions en parpaing, en briques et en ossature bois. Et ici, je vous passe le graphique sur le niveau EGES global. Je vous présente simplement le zoom sur la partie produits de construction et équipement. Vous retrouvez ici encadré en rouge, c'est le lot 3, donc superstructure maçonnerie. Et c'est là où en fait à peu près tout va bouger entre nos variantes. Vous avez ici la solution bloc béton où on obtient 87, la solution brique où on obtient 97, puisque du moins d'un point de vue environnemental, la fabrication des briques est un peu plus impactante en CO2 que les blocs de parpaing. Et ici, vous avez les deux types de variantes, c'est des variantes ossature bois. Et contrairement un peu à ce qu'on pouvait s'attendre, elles ne sont pas si décalées que ça des autres variantes, puisqu'on est ici à 84 et 87. Alors les nuances, là, ici, on est en ossature bois avec bardage, alors qu'ici, on est en ossature bois avec un enduit directement sur l'OSB. Voilà. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, ici, sur ce tableau, j'ai essayé de remettre en fait, pour comprendre pourquoi est-ce on pensait, nous, naturellement, que les solutions ossature bois allaient s'en sortir beaucoup mieux sur ces comparatifs. Et en fait, on se rend compte, si on regarde des valeurs ici, donc ici, en colonne, vous avez les 4 variantes. Et ici, vous avez différents éléments qui constituent les variantes. Donc vous avez par exemple la variante en bloc béton, eh bien, elle utilise des blocs béton creux avec une certaine valeur d'émission de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Et vous voyez que les solutions en ossature bois, en fait, ce qui les pénalise, ça va être il y a des valeurs pour le bardage bois et l'OSB notamment ici, qui viennent impacter lourdement le bilan CO2 de ces variantes. Donc, malgré le fait qu'on n'ait pas de support constructif comme la brique ou le bloc béton ici, où on n'a rien, c'est ces éléments-là qui viennent pénaliser les variantes ossature bois. Et là, c'est une petite animation on en a déjà parlé un peu avant, mais pour bien essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là. On part du principe que augmenter l'isolation, donc tout le monde a compris qu'augmenter l'épaisseur d'isolation, ça permettait de faire diminuer le CEP. Et du coup, à partir d'un moment, on arrive à passer l'exigence RT 2012. De la même façon, quand on parle du bilan BPOS, c'est de l'énergie. Plus on augmente les épaisseurs d'isolant, plus on diminue le niveau bilan BPOS. D'un point de vue émission de CO2 du contributeur énergie, c'est aussi assez implicite. On va diminuer les émissions de CO2 du contributeur énergie au fur et à mesure qu'on va augmenter l'isolation du bâtiment. Par contre, on voit bien que plus on augmente l'épaisseur d'isolant dans un bâtiment, plus on apporte des matériaux et plus on se plombe en CO2 produits de construction et équipement. Donc là, c'est l'inverse. Et du coup, on se posait naturellement la question sur le niveau de CO2 global. Et à partir de quel moment ça vaut plus le coup d'isoler parce qu'on apporte trop de matériaux et on se plombe trop en CO2 produits de construction et équipement et on n'en récupère pas assez les bénéfices en contributeurs énergie évités. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher après. Et bon, Nathalie a déjà dévoilé la réponse, mais du coup, vous vous rendez compte ici, vous retrouvez deux courbes. Donc, en violet, ici, c'est les émissions de CO2
qui évolue en fonction de l'augmentation de l'épaisseur d'un isolant. Donc ici, j'augmente l'épaisseur de l'isolant. Vous voyez que le niveau de CO2, il augmente linéairement par rapport aux produits de construction et équipement. Ici, en orange, c'est les émissions de CO2 qui sont évitées grâce à l'épaisseur d'isolant qui augmente et du coup à l'énergie en moins, l'énergie en moins de consommer. Et donc vous voyez bien qu'à partir d'un certain moment, et du coup c'est ce qu'on a essayé de chercher, c'est à partir de quelle épaisseur d'isolant ça valait plus le coup d'isoler parce qu'en fait on se plombait autant en CO2 produit de construction et équipement que ce qu'on perdait en partie énergie. Et donc là, pour l'exemple en ligne minérale dans un isolant mûr, on voit que c'est à partir de 1,9 mètres. Donc on a le temps d'isoler. On a fait le même exercice pour un certain nombre de parois, un certain nombre de matériaux. Vous voyez qu'ici, on est dans une autre zone où on arrive à 1,7 mètres. Voilà, je passe les détails. Vous retrouvez ici un tableau récapitulatif. En fait, on a remis donc, les différentes parois qu'on a testées, les différents isolants, différentes zones et du coup les différentes épaisseurs théoriques à partir de laquelle ça ne vaudrait plus le coup, entre guillemets, d'isoler, d'un point de vue CO2. Là, ici, on a essayé de regarder l'impact de variantes sur les typologies de plancher bas. Donc, de la même façon, on a tout fait à ISO performance énergétique. On s'est placé à un niveau énergie 3. Et on a regardé différentes solutions de plancher bas. Donc, terre-plein isolé sous chape, isolé sous dalle, isolé sous chape plus sous dalle, vide sanitaire isolé sous chape et vide sanitaire isolé du haut, donc entre isolant et isolé sous chape. Et ici, vous retrouvez les différentes variantes. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a un léger avantage aux solutions sur vide sanitaire, donc à cause principalement du lot ici, superstructure maçonnerie. Voilà, c'est la même diapo, mais en zonage 3, ça n'apporte pas de plus-value. Le type de fondation, là, l'objectif, c'est essayer de quantifier quel était l'impact, par exemple, d'une solution de plancher bas sur sous-sol et quel était l'impact d'avoir un vide sanitaire avec une hauteur un peu différente. Et du coup, on a une rangée de parpaings en plus. Voilà, donc c'est des matériaux en plus. Qu'est-ce que ça coûtait d'un point de vue CO2 ? Et donc là, on retrouve nos trois variantes. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la solution sous-sol, elle est très pénalisée, puisqu'on a un volume de béton qui est non négligeable en plus. Et que la différence entre le vide sanitaire de 60 ou de 80, elle reste quand même négligeable, puisqu'on n'a augmenté que de 2 au niveau du lot fondation infrastructure. Voilà, c'est simplement pour essayer de donner des ordres de grandeur de CO2. Ici, c'était pour le type de toiture, donc c'était, on a comparé ardoise, tuile béton et tuile terre cuite. Donc ici, ce qui est en jeu, c'est le lot 4, couverture, étanchéité, charpente, zinguerie. Et vous voyez les différentes valeurs, donc 40, 32, 37, avec un léger avantage aux tuiles béton. Donc encore une fois, tout ça, c'est lié à des fiches environnementales qui sont aujourd'hui disponibles. Si demain, un industriel est en capacité de nous fournir un procédé qui permet de diviser par 2 l'empreinte carbone de leurs produits, ce sera valorisé dans ce type d'ordre de grandeur, quoi. Et alors voilà, là c'est le détail des variantes qu'on vient de voir. C'était pour comprendre la répartition des variantes. Là, c'était une comparaison sur une maison toiture-terrasse entre une solution toiture-terrasse support béton et support bois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quasiment un statu quo entre les deux solutions. Voilà. Là, c'est pareil, il faudrait encore regarder dans le détail, mais il y a des fiches environnementales, notamment sur les solutions toiture-terrasse bois, qui ne sont pas forcément à l'avantage de la solution. Enfin, du moins pas autant que ce qu'on pouvait l'imaginer.
en synthèse sur ces petites analyses de sensibilité, donc on a vu que les supports de plancher, on avait un léger avantage au plancher bois par rapport au béton. Enfin, un net avantage d'ailleurs. Les modes constructifs, on a un léger avantage sur les ossatures bois, mais peut-être pas autant que ce qu'on pouvait l'imaginer. Les types de planchers bas, on a un léger avantage sur les vides sanitaires par rapport au terre-plein. On a vu que les sous-sols étaient largement pénalisés dans les calculs. Après, nous, d'un point de vue bureau d'études, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un sous-sol peut être considéré comme un garage? Et du coup, vous avez vu avec Nathalie qu'il y avait des modulations sur la présence de garage ou non. Enfin, c'est pas écrit comme ça, c'est de parking dans les bâtiments. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'un garage en sous-sol est un parking et du coup, on pourrait avoir une modulation? Ça reste à préciser. Et enfin, on a vu donc, il y a quand même l'information que l'isolation reste rentable d'un point de vue CO2 par rapport aux contributeurs énergie. Et enfin, on a vu aussi qu'il y avait un faible impact du type de couverture en toiture. Voilà. J'espère que c'était clair. Bravo Antoine et merci parce que c'est extrêmement complet. Je tiens quand même encore une fois à saluer la prouesse parce que vous avez vu que le référentiel a été publié le 21 octobre et qu'entre le moment où vous avez reçu l'invitation à cette conférence d'aujourd'hui et aujourd'hui même, tous les calculs qui sont présentés là ont été remoulinés intégralement pour pouvoir ressortir les nouvelles, la mise à jour des résultats et des tendances qui soient conformes à ce qui a été publié. Donc bravo à la fois à Nathalie et à Antoine pour l'ensemble du travail réalisé. Donc vous avez bien compris que on était sur un sujet qui est à la fois nouveau, très ambitieux, et qui est dans un stade qui est un stade intermédiaire d'expérimentation. Là, vous avez eu aujourd'hui un certain nombre de présentations de tendances qui sont loin d'être abouties encore. On en découvre à chaque fois qu'on fait des évaluations de sensibilité sur des paramètres. Donc on a beaucoup de choses à voir encore sur ce nouveau cadre de référentiel. Mais d'ores et déjà, ça nous paraissait important de pouvoir vous présenter l'état d'avancement des travaux sur le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est une séquence de questions-réponses par rapport à ce qui a été présenté. Et par la suite, donc, on se retrouvera au cocktail juste dans la salle d'à côté. Et les différents intervenants participent au cocktail et pourront continuer à répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc qui souhaite démarrer le round de questions? Moi-même, j'ai reçu un certain nombre de questions par SMS pendant la présentation. Alors la première, je vais vous la faire avant de vous donner la parole. Concernant l'ICVF et le montant de la cotisation individuelle, puisqu'on me l'a posé pendant la conférence, j'ai vu beaucoup de personnes prendre des photos, des diapos. La cotisation individuelle à l'ICVF est bien inférieure au prix qu'on peut parfois payer pour assister à des différents colloques. Elle est, il me semble, en 2017 à 132 € par personne en adhésion individuelle. Et sur les 132 €, 60% sont déductibles des impôts. Donc, je me permets de préciser cette partie-là puisqu'on n'est pas sur des montants élevés de cotisation. Voilà. Et ça donne droit à l'accès à l'intégralité des présentations de tous les rounds de conférences qu'on peut réaliser dans le cadre de l'ICVF. Voilà. Autre question, alors. Il y a 2 micros. Merci Philippe. Je vais vous demander simplement de vous présenter à l'auditoire pour que tout le monde puisse vous connaître et vous reconnaître. Oui, Pascal Jean, Mutec Conseil. Juste une question. Le calcul en coût global pour l'énergie, c'est sur 50 ans? Oui. Et est-ce que le facteur de conversion énergie primaire, énergie finale pour l'électricité est le même sur ces 50 ans? L'impact, en fait, quand vous voyez les slides sur le carbone avec le EGES max, que vous avez le contributeur sur 50 ans pour la partie énergie, on est sur un équivalent gaz à effet de serre. Donc on va multiplier les énergies finales par un coefficient équivalent de gaz à effet de serre
qui dépend si on est en maison ou en logement ou en tertiaire, et qui va dépendre si on est sur un mode chauffage, chaude sanitaire, refroidissement, éclairage. Donc là, dans le référentiel, vous avez un petit tableau qui indique des émissions équivalentes. Oui, mais l'électricité au fil du temps et dans le futur va être produite par des systèmes qui vont produire de moins en moins de CO2. C'est déjà discuté, il y a déjà des dates, parce que ça change complètement vos calculs. Les émissions GES, elles sont déjà assez favorables. Hein. On est déjà plutôt, on est bien en dessous des niveaux de combustible. Oui, enfin, pardon, ce que je veux dire, c'est que quelque chose va bouger. Et il me semblait que vous étiez statique sur vos 50 ans. Les facteurs de conversion qui sont pris à l'instant T, qui sont définis dans le référentiel, sont des facteurs fixes qui ne varient pas dans le temps. Il n'y a pas eu d'études prospectives, par exemple, pour évaluer l'évolution dans le temps du coefficient de 58 ou l'évolution dans le temps du coefficient de conversion en CO2 des différentes énergies pour prendre des coefficients à terme à 2020, 2035, etc. On est sur des coefficients actuels uniquement et qui sont figés dans le référentiel. J'ai travaillé à la Commission européenne exactement sur ces sujets et il y a des chiffres qui sont publiés. C'est juste parce que vous avez parlé de 2,58 dans vos planches. Or, les choses ont vraiment évolué à la baisse. N'oublions pas je parle en tant que bureau d'études. N'oublions pas que déjà, nos maîtres d'ouvrage, quand on va devoir leur expliquer toutes ces notions, ça va déjà être compliqué. Et il va falloir faire preuve de beaucoup d'autonomie. Là, je dirais, on est sur un référentiel d'expérimentation. Faisons simple avec les données qui sont opposables au jour J. Après, je suis d'accord que sûrement qu'il va y avoir une évolution du CO2, mais c'est vrai sur les LEC, c'est vrai aussi sur le gaz naturel. On nous annonce d'ici 2050 que 50% du réseau sera en biogaz. Bon, bah peut-être, mais je veux dire, enfin, moi, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas capable de dire à mes clients que je m'engage sur ces valeurs. Si le réseau, dans 20 ans, il est 2 fois moins émetteur de CO2, mais génial, notre bâtiment, il aura été conçu avec une valeur max, et donc on ne sera que encore plus content d'émettre moins pour la planète. Mais simplifions, quoi, parce que là, les maîtres d'ouvrage, ils n'en peuvent plus. Simplifions l'explication. Oui, Bernard Boyeux, deux questions. L'observatoire dont vous avez parlé, est-ce que les données seront accessibles ? Et deuxième point, on voit très bien dans les graphes que vous avez montés le poids des PCE. Or, il y a un critère quand même important, c'est que quand on construit, l'impact CO2, il est tout de suite. L'impact qui sont liés aux consommations d'énergie s'étale sur les 50 années. Or, j'ai l'impression que le critère stockage de carbone, qui est quand même extrêmement important à la phase où on est, n'est pas pris en compte. Et ce qui est peut-être le point qui fait la différence justement sur les questions que vous posez par rapport à structure bois. Sur l'observatoire, donc c'est vraiment le comité technique, c'est vraiment les membres de l'observatoire qui vont avoir accès aux données renseignées par les maîtres d'ouvrage. Et ensuite, on verra ce qui peut être diffusé, agrégé, etc. Voilà, mais les données, vraiment, les fiches opérations, je dirais, ça restera uniquement interne aux membres de l'observatoire. Disons qu'effectivement, la question du stockage bois par rapport, je dirais, aux anciens calculs qu'on faisait il y a encore un an, il y avait des conventions sur la partie stockage qui étaient très très favorables effectivement à la filière bois. Dans le cadre du référentiel énergie carbone, la déduction totale du stockage bois a été refusé, donc c'est sorti. Mais par contre, il va y avoir la possibilité d'avoir une bonification à travers le module D. Mais que là, on n'a pas pu valoriser dans les calculs parce qu'actuellement, les fiches n'incluent pas les valeurs associées. Donc, on voulait faire un travail avec des valeurs qui étaient affichées et opposables. Mais oui, il sera possible, d'ailleurs, aussi bien pour le bois que pour l'acier, d'avoir un petit bonus supplémentaire via ce module D. Autre question. Monsieur. Philippe arrive. Tu fais des kilomètres aujourd'hui. Oui, bonjour, Henri Maraché, administrateur AFPAC.
Deux questions. La première, elle a été déjà abordée concernant la conversion énergie finale. Vous êtes bien d'accord que, d'abord, je voulais saluer ce travail qui est un travail très, très dense et effectivement qui a été réalisé très rapidement. Mais est-ce que vous êtes bien d'accord que ce coefficient est un élément fondamental sur le fait que les résultats peuvent changer du tout au rien? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous avez, puisqu'on parle de coefficient, un coefficient de bienveillance? J'appelle ce coefficient de bienveillance, bien sûr, c'est une plaisanterie, mais vous disiez à un moment donné, comme on a un coefficient de conversion d'énergie finale à 0 sur le bois, et que l'on pourrait presque avoir une cahute pour pouvoir se chauffer, quel est le coefficient de bienveillance pour qu'on puisse construire honorablement, avec des bonnes isolations, avec de bons systèmes constructifs, et puis surtout que ce soit habitable? Sur la première partie, alors, sur le coefficient, oui, bien sûr, on est conscient que ça change complètement les choses. C'est une donnée d'entrée que dans cette partie-là, ce qu'on vient de voir, voilà, les choses sont restées en l'état. Je pense que si on ouvrait ce chantier, on n'aurait pas sorti ni le label en juin, ni l'expérimentation en automne, et on serait pas à ce stade aujourd'hui. Après, que ce soit c'est une autre question. C'est une question quand on va l'ouvrir, on ne sait pas vraiment où on va atterrir. On l'ouvrira sans doute à un moment donné. Il faudra l'ouvrir à un moment donné. À la limite, je dirais pour ma paroisse à moi, pour mon chantier bâtiment, etc. C'était pas maintenant, et voilà. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu tenir les délais. Après, je suis d'accord que c'est l'avenir. À l'avenir, on ouvrira sans doute un jour ce chantier, quoi. Moi, juste un petit complément, quand on dit on pourra faire une cahute. Alors effectivement, j'étais un peu provocante dans ma présentation tout à l'heure parce que je pense que la plupart des concepteurs bien pensants avant de mettre des systèmes énergétiques, on aime avoir une excellente enveloppe pour effectivement avoir des bâtiments performants. D'ailleurs, c'est sur ça que les bâtiments Passive House et compagnie ont beaucoup attaqué la RT 2012 en disant qu'on était moins bon que niveau passif parce qu'on ne mettait pas assez d'isolants. Mais n'oublions pas qu'on a quand même un indicateur qui est le Babyomax. Bon, même si effectivement il pourrait être un peu meilleur, mais en tout cas le Babyomax est là pour éviter qu'on ne mette pas du tout d'isolant. Il y a quand même un minimum, voilà, c'est un garde-fou qui est à respecter. Je vais abonder dans ton sens, Nathalie. Aujourd'hui, heureusement qu'on est dans un cadre expérimental et que dans ce cadre-là rentreront uniquement des maîtres d'ouvrage volontaires qui voudront faire des bâtiments performants et exemplaires. On serait dans un cadre réglementaire, ce que je qualifierais d'anomalie, qui a été présenté tout à l'heure par Nathalie en immeuble collectif et qui nous permet de démontrer qu'effectivement, avec un bâtiment un peu compact et avec un bâtiment utilisant du bois énergie, on est capable de descendre jusqu'à des niveaux d'isolation des années 90 et de considérer que ce bâtiment-là est un bâtiment qui est exemplaire au niveau énergétique et au niveau environnemental dans ce nouveau cadre de référentiel. Ce point-là, je le qualifie aujourd'hui d'anomalie. J'ose espérer que dans le cadre expérimental et lorsque l'on travaillera dans quelques temps suite à retour d'expérience à l'élaboration de la future réglementation, ça ne conduira pas les professionnels de l'isolation à remettre à leur gamme des produits qui ont disparu depuis plus de 15 ans. Jean-Sébastien Foulon, bureau d'études AGI 2D. Merci pour les présentations qui sont très complètes, très intéressantes. Il y a une information qui a été donnée, c'est que ce nouveau label et les futures réglementations englobent l'ensemble des postes énergétiques, y compris ceux hors RT actuellement. Là, vous avez déjà donné beaucoup d'informations, vous avez déjà eu beaucoup de travail sur les postes qu'on connaît actuellement. Je pense qu'actuellement, pour l'instant, les postes énergétiques hors RT sont pris forfaitement, je suppose. Et la question, c'est dans les 2 ans à venir, et avec d'expérimentation et en vue de la future réglementation, comment sera fait ce travail sur ces autres consommations mobilières? Alors déjà pour l'état actuel, en fait, dans la méthode, dans le référentiel de calcul, on prend en compte de manière forfaitaire, avec une méthode de calcul, les consommations des ascenseurs, les consommations parties communes avec tout ce qui est éclairage et ventilation des parkings,
et de manière ultra forfaitisée la partie autre usage mobilier. Donc, à ma connaissance, effectivement, là, demain, on fait un bâtiment BPOS 3. Le projet aura les mêmes valeurs forfaitaires de part et d'autre. Enfin, en tout cas, maintenant, je laisse Emmanuel Eckhard. Pas plus d'informations, de visibilité quant à la suite. On part comme ça là maintenant et on verra le moment venu. Voilà. Je vous propose de prendre une dernière question et ensuite de passer au rafraîchissement. Alors, 2 dernières questions. Solène. Bonjour, Solène Duprat du bureau d'études Scoping. Je me permets de vous poser une question un petit peu plus pratique pour les bureaux d'études. Vous avez fait donc vos calculs d'analyse de cycle de vie, j'imagine avec un outil qui est Elodie, édité par le CSTB. Et donc ma question simple et bête, c'est quels vont être les outils qui vont être validés dans le cadre de l'expérimentation à court terme et à plus long terme, c'est-à-dire dans la partie expérimentale et peut-être plus tard dans la partie réglementaire, pour savoir s'il y aura d'autres outils accessibles au bureau d'études autres que celui édité par le CSTB. La réponse est oui, dans la phase expérimentale. Et pour plus tard, comme la présente question, je ne sais pas, parce que plus tard, on verra bien. Mais oui, il y aura plusieurs logiciels que Elodie, et donc il y aura on n'est pas encore complètement calé, mais il y aura un mode de vérification de la compatibilité avec le référentiel qui sera fait, sans doute sous la forme on proposera sans doute un accompagnement pour les éditeurs de logiciels pour vérifier que les différents logiciels respectent bien le référentiel. Mais oui, il y en aura plusieurs. Allez, et donc la dernière question. Allez-y. Bonjour, Noé Bache, associé de l'agence d'architecture ABF Lab et du bureau d'études Lab Ingénierie. Merci avant tout à vous pour votre travail. Votre travail met en exergue quelque chose qui ressort un peu en ce moment, c'est que effectivement, quand on regarde la part de CO2 qui est engagée donc sur la durée de vie du bâtiment, on se rend compte que voilà, on a atteint une asymptote énergétique d'une certaine manière. Ça va être très difficile dans les X prochaines années de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait déjà. Par contre, on se rend compte que la partie d'énergie ou de CO2, comme votre calcul le montre, qui est engagée dans les matériaux de construction, dans les équipements, est quasiment la moitié finalement du quantitatif total. Donc se pose la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on s'attaque vraiment à ce sujet-là ? Comment est-ce qu'on diminue justement cette part d'énergie grise dans les matériaux tels qu'il est contenu là-dedans, ou de CO2, et je pense notamment au réemploi par exemple, qui est un sujet sur lequel beaucoup de gens se penchent de plus en plus. Est-ce qu'à terme, vous souhaitez que ce label prenne en compte justement cette question du réemploi, et quel est votre avis en fait là-dessus sur les méthodes de conception généralement ? Bon, alors je vais répondre, je ne vais pas jouer uniquement le monsieur loyal. Donc, sur cette partie optimisation des impacts environnementaux de produits de construction, que ce soit en énergie, en CO2 ou les autres impacts, aujourd'hui, le point qui est avant tout primordial avant de penser à comment on les optimise, c'est déjà comment on les caractérise. Et comment on les vérifie et comment on les justifie dans le cadre d'un dispositif qui pour l'instant est expérimental, mais au fil de l'eau va devenir un dispositif qui va nécessiter une opposabilité des données d'entrée. Donc comment aujourd'hui faire en sorte que ces caractéristiques environnementales de produits ne conduisent pas à remplir des bureaux de plainte auprès de la DGCCRF pour des distorsions de concurrence sur le marché. Donc ça, c'est le point aujourd'hui qui est le plus important dans les quelques prochaines années. C'est déjà un point qui a été pris par toute une frange des industries des matériaux de construction depuis quelques années, mais on se rend compte quand on commence à intégrer nos FDES et nos PEP dans des études environnementales qu'on est loin du bout. Et aujourd'hui, donc, la première étape avant même de se dire comment optimiser, c'est bien comment le caractériser, cet impact environnemental, comment prendre en compte le maximum de facteurs qui interviennent réellement et comment le justifier au maximum par des tierces parties, comme dans le cadre du programme AFNOR de vérification des FDES, qui aujourd'hui est une démarche volontaire et que nous aimerions devenir obligatoire le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse être pris sur un pied d'égalité dans ce type de calcul le plus rapidement possible, encore une fois.
Ceci étant dit, évidemment qu'au-delà de cette caractérisation, on a un vrai travail d'éco-conception sur tous les produits de construction aujourd'hui, que ce soit produits ou équipements. Et on peut voir, par exemple, dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, que ne serait-ce que sur la filière béton, je parle en lieu et place de mes camarades du deuxième rang, mais je pense qu'ils seront tous disposés à répondre plus précisément à vos questions tout à l'heure. On a déjà intégré dans ces études-là la FDES qui est aujourd'hui présente sur la base IGNES, qui est la FDES par défaut du béton dans les études. Et ensuite, on a intégré 3 autres FDES qui sont des FDES réels de différents modes de production du béton aujourd'hui. Et on a vu qu'il y avait des écarts significatifs de près de 40% au niveau du contenu CO2 du béton en fonction des produits choisis. Donc on se rend compte que ce référentiel et ces expérimentations vont très rapidement pousser tous les industriels, pas uniquement à bien caractériser, mais évidemment à optimiser les impacts environnementaux. Donc on voit que le coût est parti et pour notre part, côté Saint-Gobain, on est ravis que le coût soit parti parce que ça fait des années qu'on travaille sur l'élaboration de fiches de déclaration environnementale et sanitaire et on en voit enfin l'utilisation aboutie dans le cadre d'un référentiel public. Alors, Philippe, tu voulais dire quelques mots de conclusion avant qu'on aille au cocktail. En tout cas, je vous remercie à tous de votre attention. Monsieur le Président. En tout cas, merci beaucoup en fait, pour cette conférence qui était extrêmement dense et précise. Cette conférence aussi permet de démontrer que l'intérêt de la ICVF, parce que je pense que la filière, à travers ce label, engage en fait une nouvelle période, à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie environnementale, et que certes, il y a des choses qui sont imparfaites, mais il faut y aller. Je pense qu'il faut commencer cette expérimentation, il faut lancer des projets, pousser notre maîtrise d'ouvrage à aller vers ce type d'expérimentation pour qu'on puisse avancer et aboutir à une réglementation qui, je pense, sera la plus favorable pour tous. Mais arrêtons nos oppositions et allons-y, montrons qu'on est en capacité de le faire. La ICVF, d'ailleurs, au niveau parisien, mais également national, de par ses agences, pourrait éventuellement être en relais aussi à travers cela. Je vous remercie, les participants. Merci également aux intervenants. Merci pour ce travail. Et puis, je vous invite au pot de l'amitié, à quelques mètres d'ici.